leur donne les outils qu'il faut pour réussir. De lutter contre une espèce d'ambiance délétère. Je suis professeur de radiologie à l'université de Jean. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à vous dans ce nouveau numéro de Diasporama. Un focus sur la diaspora algérienne en Tunisie. La Tunisie, cette terre d'accueil pour les Algériens depuis des siècles. Entre les deux pays, il existe des liens forts et solides. La verdoyante Tunisie a été la destination des érudits en quête de savoir dans l'université de la Zitouna. On ne peut oublier ce grand marqueur dans le processus des résistances populaires qui a vu les révoltés de 1871 choisir de s'établir en Tunisie, fuyant ainsi les persécutions de la France coloniale. La flamme de novembre 1954 a brillé aussi dans le ciel tunisien. La frontière est devenue la base arrière du combat libérateur. Un combat qui s'est illustré à travers le lourd sacrifice de la Saqiyat Sidi Youssef, énième crime colonial. Aujourd'hui, l'heure est à la mémoire, mais aussi à la relance de la dynamique du progrès et du développement. La question qui se pose est la suivante: comment permettre à la diaspora de devenir ce vecteur de réussite et cet atout majeur d'expansion économique et culturelle? Et pour en débattre de cette question, nous avons avec nous trois invités. Alors je me retourne vers vous. Pour débattre, voilà, nous avons l'écrivain Farida Sahwi, auteur du livre intitulé « Sur les traces des Kabyles, exilés en Tunisie », où vous êtes revenu en partie sur les condamnés à mort parmi les insurgés de la révolte de 1871, qui se sont réfugiés en Tunisie. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Et bienvenue à vous. Merci. Je me retourne vers vous, Monsieur Mokdad Issa Mokdad, président de l'association Yugurta pour l'intégration maghrébine, et enfin Imad Benbarik, ingénieur et industriel dans le domaine de l'écologie. Bienvenue à vous, merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors en premier lieu, nous allons aborder le contexte historique qui a vu naître cette diaspora, qui a été tout d'abord le fruit de cette mobilité et ce voisinage entre les deux peuples, et ce depuis plusieurs siècles. Quelle est votre lecture historique de cette mobilité qui a ouvert la voie à l'installation d'une immigration algérienne en Tunisie? Je commence par vous, madame. Alors, le colonialisme était la raison la plus importante, si on peut dire ça. Ça veut dire qu'a poussé des familles entières à s'exiler ou bien à fuir justement l'atrocité de la colonisation française. Donc, la majorité se sont exilés soit en Tunisie, soit en Palestine, en Syrie. Mais c'est vrai, en Tunisie, je pense qu'il y a une grande communauté algérienne qui s'est installée dans différentes régions, dans différentes wilayas en Tunisie. Moi, j'ai rencontré certaines d'entre elles qui m'ont fait des témoignages justement sur les conditions de leur départ et les conséquences de leur départ forcé, justement, surtout ceux qui se sont exilés à partir de 1871. Nous allons aborder ce sujet bien précis avec vous à travers le livre que vous avez rédigé. Quelle est votre lecture historique de cette mobilité? Elle est ancienne déjà. Il ne faut pas... Clair, plusieurs siècles. Le poids démographique, si vous voulez, les liens de l'Algérie actuelle avec l'Est, dans les liens tribaux, familiaux, sont beaucoup plus appuyés et plus denses qu'avec l'Ouest et le Sud, certainement, de par l'évolution, la genèse de la région, si vous voulez. N'oublions pas que avant l'arrivée des Ottomans, il y avait les Hafsides. Les Hafsides eux-mêmes sont des descendants, ils sont venus s'installer en Tunisie, donc après la déconfiture du royaume al-Mouahidoun. Et du coup, et avant cela, il y a eu quand même, il faut rappeler ça, c'est historiquement très important de le rappeler, que les Zirides, par exemple, les Fatimides, sont finalement le produit ont été fondés par une tribu algérienne de Dikjen, la petite tribu des Koutama qui a brillé de tous ses feux et qui a fondé le Mahdiya, qui a fondé le Caire plus tard. Justement, est-ce qu'on peut parler d'un autre type d'immigration qui est d'ordre religieux, notamment à travers les voyages, je dirais, d'études du Zitouna? Ça, c'est récent. C'est pas grave. Non, parce que ça, c'est important. Oui, voilà. C'est dire que le maillage tribal, familial, à travers cette frontière tuniso-algérienne, la frontière algérienne n'est pas
un clivage, n'est pas une interface socialement ni géographiquement. Donc c'est pour ça que j'ai dit que la prolongation, le prolongement, si vous voulez, de la dynastie et des royaumes hafsides jusqu'à Djaya, quand on parlait de Alger, il y avait voilà, et même avant, tout ça fait que cette région est continue, est une continuité, il n'y a pas de discontinuité là-dessus. Donc après, pour revenir à l'époque coloniale, et avec les Mokrani, les Haddad qui sont partis en Tunisie, ce sont tout d'abord la région kabyle, comme tout le monde sait, était la dernière région conquise par la colonisation française jusqu'à 1857, à la mort de la Fatma Nsoum. Et c'est de là que cette région, 10 ans après, si vous voulez, ou 13 ans après, il y a eu cette attaque contre les Mokrani qui sont partis en Tunisie, non pas pour l'exode, mais ils sont partis parce qu'on les a dépouillés de leurs terres. Ils sont partis en Tunisie avec leurs biens. Vous m'avez tendu. Ils étaient bien installés. Justement, vous m'avez tendu la perche pour revenir vers vous, concernant votre livre. Vous avez relaté, je dirais, l'exil des révoltés kabyles en Tunisie pour fuir la persécution de l'administration coloniale. Parlez-nous de cette aventure livresque. Comment s'est déroulée la confection de cet ouvrage? Je parle des interviews et tout ça. Oui. Allez-y. Alors, c'était pendant l'un de mes séjours en Tunisie. C'était un pur hasard quand j'ai rencontré des personnes qui m'ont dit qu'elles sont des Kabyles de chez nous. Voilà, tout simplement. Moi-même, je ne savais pas qu'il y avait des Algériens, d'abord des exilés en Tunisie. C'était une d'exilés, des Algériens, mais des exilés. Oui, des exilés en Tunisie. Donc, c'était un pur hasard. Des exilés volontaires, c'est des départs. Bon, ils n'avaient pas le choix à l'époque. À l'époque de Mokrani, il fallait partir. Voilà. Il fallait partir. Donc, il y avait ceux qui se sont installés après à Naba. Ça veut dire n'ont pas continué jusqu'à Tunis. C'était condamné à mort. Oui, c'était condamné à mort, oui. Donc ils n'avaient pas le choix aussi. Hein. Oui. Ils n'avaient pas. Donc, voilà, donc c'était. Donc je les ai rencontrés à Bardo. Donc Zouaoui Abdelaziz, il était parmi les premières personnes que j'ai rencontrées là-bas. Et c'est lui qui m'a appris beaucoup sur les conditions de départ de leurs grands-parents, de ses grands-parents. Et comment vous avez réussi à faire parler ces descendants de révoltés après des années de silence et d'oubli, parce que vous-même, vous n'étiez pas au courant de tout ça. Donc, comment vous avez réussi à les faire, je dirais, partager avec vous? Au fil du temps, c'était suite à mes déplacements répétés là-bas, donc il aimait raconter. Zouaoui Abdelaziz, ou bien Ami Azouz, comme il est appelé communément. Donc, c'est lui qui avait le besoin de parler. Donc, je l'écoutais. Après 5 ans ou 6 ans, on a décidé d'écrire quelque chose. C'était juste pour sa famille. D'ailleurs, j'ai édité un livre en 2017 où j'ai rendu hommage à sa famille, Zouaoui. Oui. Il est Amraoui, il est Amrouche, les Amrouches. Les Amrouches, bien sûr, c'est pour parler de leur héritage culturel et artistique en Tunisie. Donc, pour moi, c'était fini. Donc, pour moi, j'ai fait ce que je devais faire. Mais justement, à la sortie du travail et de livre, vraiment, je rencontre plein de gens qui voulaient me parler, soit ici en Algérie, soit en Tunisie. Donc, il y avait des témoignages très intéressants justement sur l'époque de Mokrani, mais aussi sur l'époque du Bey, quand la Tunisie est rentrée sous le protectorat français à partir de 1881. Donc, moi-même, je ne le savais pas, bien sûr, c'est des Kabyles comme la famille Saada, etc. Plein de familles qui m'ont parlé de ça. Et bien évidemment... C'est un enrichissement personnel, là, oui, non, vraiment, c'est un travail que je n'ai pas cherché. Voilà. Mais par devoir de mémoire, je devais écrire. Je devais transmettre la mémoire parce que ce qui s'est passé quand même... C'est un devoir pour vous. Il y a aussi d'autres trajectoires liées à la guerre de libération nationale, notamment les réfugiés qui se sont installés sur la frontière et d'autres de la ville de Kef, qui se sont ajoutés à la première génération de la communauté algérienne en Tunisie. Vous vouliez parler un petit peu de ça tout à l'heure? Là, ils sont pas comme les premiers, si vous voulez. Les premiers étaient, vous venez de les citer, à majorité kabyle. Ceux-là viennent de tout horizon et ils sont enrôlés dans l'armée de libération nationale qui a pris pied en Tunisie, Rardima, Sarit la table du Virta qui vient de passer à l'instant, qui a servi de refuge aussi, avec ses casemates et tout, et puis surtout se mettre là.
et puis Tunis, Kiev, tout ça. Donc toute cette région, donc on a eu l'arrivée de surtout ceux de la frontière, et puis même d'Oran, même d'autres régions. Il faut rappeler à nos chers téléspectateurs que vous êtes à la tête de l'association Yugurta pour l'intégration maghrébine. Vous avez choisi le nom de roi numide, Yugurta, pour rappeler l'ancrage de l'espace algéro-tunisien dans la profondeur historique. Que représente votre association dans la promotion de l'histoire et de la culture, et qu'en est-il du rôle de la diaspora ? Le rôle de la diaspora, actuellement, il est, si vous voulez, un peu minime. C'est le rôle des Algériens qui vont maintenant en Tunisie en masse. C'est le premier, vous savez que l'Algérie est le premier fournisseur de touristes pour la Tunisie, plus de 3 millions, c'est énorme. Et pendant l'été, vous allez trouver certainement des Algériens qui étaient partis avant et qui s'installent, par exemple, là, vous venez de passer la table Jugurtha, au pied de la table Jugurtha, il y a la ville de Kalatsenen qui fut à moitié algérienne, moitié tunisienne. C'est là où il y a la plus forte concentration d'Algériens. Maintenant, avec les naturalisations, les nationalisations tunisiennes et tout ça, les nouvelles générations ont pris la nationalité tunisienne et les vieux ont commencé à disparaître, mais elle reste connotée mixte, si vous voulez, avec la présence forte d'Algériens. Bon, la diaspora actuellement algérienne, on doit en parler, ils ont quand même beaucoup de difficultés. Exact, oui. Des difficultés de travail, parce qu'ils n'ont pas le droit de travailler dans la fonction publique. C'est un aspect que dans les y reviendra tout à l'heure, en parlant de l'aspect économique. Et je voulais aussi, il y a un fait unique, on n'en a pas parlé, c'est l'équipe du FLN, à l'époque, qui s'est installé, qui a fui, c'est-à-dire la France et tout ça, pour s'installer en Tunisie, jouer là-bas et tout. C'est un fait dont vous voulez parler tout à l'heure. Vous m'avez dit, oui, j'ai quelque chose à dire sur ça. Moi, je parle en général de la diaspora. La diaspora, ce sont les véritables... C'est un fait unique dans l'histoire. Vous voulez savoir la diaspora algérienne, déjà, dans le monde, si on va prendre le listing des diasporas, on va trouver la diaspora maghrébine en Europe, et plus précisément algérienne, et on va trouver beaucoup à dire là-dessus, parce que la diaspora, ce sont les véritables ambassadeurs du pays. Et je pense que dans tous les domaines sportifs, mais aussi dans le domaine par exemple, il n'y a pas que Rachid Mekhloufi, il y a aussi Rachid, le champion de boxe français, qui a servi énormément le pays par sa présence, toujours en Tunisie, sa présence en France. Et là, cette diaspora, que je connais très bien parce que je vis en France, et cette diaspora de 6 millions de Vous êtes arrivé à le Globetrotters, hein, France, Tunisie, Algérie. Je fais effectivement les 3 pays régulièrement. Des fois, le mois, je prends l'avion 3 fois pour aller mais la diaspora dans les domaines culturels, la diaspora dans les domaines sportifs, la diaspora dans les domaines économiques, elle a un rôle actuellement important et on voudrait, qui n'est pas, si vous voulez, elle a des atouts, mais qui ne sont pas utilisés. Exact. Elle pouvait faire mieux, elle pouvait faire plus, si il y avait en Algérie et en Tunisie une politique d'utiliser cette diaspora, de la faire évoluer et de la faire s'épanouir pour bien vivre. Justement, mais là, pour terminer et tourner la page historique, nous sommes obligés, pour terminer cette première partie, il y a lieu de se recueillir à la mémoire des martyrs algériens et tunisiens de Saïd Sidi Youssef. Retour sur l'événement avec Smaïl Belkaidia. Saïd Sidi Youssef, petit village tunisien frontalier, est sorti de l'anonymat un certain 8 février 1958 aux environs de 11 h du matin. C'est ce moment précis, choisi par l'armée coloniale française pour bombarder un jour de souk hebdomadaire des civils innocents, faisant un peu plus de 80 morts, dont une douzaine d'enfants qui se trouvaient en classe et un peu plus de 150 blessés. Sous prétexte que cet endroit était une base de repli de l'armée de libération nationale, la France coloniale montra ce jour-là son visage le plus hideux, faisant un massacre parmi la population innocente. Les prétextes fallacieux du colon tombèrent un à un sous le regard des instances internationales qui envoyèrent des émissaires dont le constat accablait encore plus la France colonialiste.
Ce malheureux événement historique, symbole douloureux de l'union des deux peuples algériens et tunisiens pour résister à la barbarie française, allait renforcer la voix de l'Algérie à l'échelle mondiale, qui prêtera une oreille attentive à la cause algérienne. Les images filmées le jour du massacre de Saïd Sidi Youssef montrèrent, si besoin est, l'horreur causée par 25 avions de guerre, dont 11 bombardiers, des chasseurs Mistral et des corsaires, qui métraillaient en rase-motte des civils sans défense. Ni l'école du village, ni même les camions de la Croix-Rouge n'échapperont à cette cruauté inhumaine de l'armée française, dont les arguments farfelus ne convaincront plus personne. Bien au contraire, ils ne feront que renforcer l'internationalisation de la cause algérienne et sa soif d'indépendance. Je reviens vers vous, M. Saad, pour avoir votre réaction. Saïd Sidi Youssef est un point de rencontre chargé de symboles entre les deux pays. Forcément parce que là, les Tunisiens comme les Algériens ont payé de leur vie l'indépendance des deux pays. La France a, par mépris et par le manque de respect d'un pays souverain qui est la Tunisie, elle a été poursuivre et attaquer de la manière la plus atroce un marché. Et elle a payé ça très très cher parce que la Tunisie aussi à cette époque-là, elle n'était pas tout à fait indépendante. Bizerte était toujours occupée et le pouvoir politique tunisien a réagi contre la France de la façon la plus forte. Et il a même porté cette affaire à l'ONU et ça a servi énormément à la révolution algérienne qui a trouvé un tremplin, si vous voulez, pour se défendre au niveau international et le colonisateur français l'a très très mal payé parce qu'elle était mal calculée. Et là, ça a uni de manière durable et définitive, si vous voulez, les deux pays parce que le prix était cher et j'espère que ce lieu soit un jour un tremplin, le départ d'une véritable union algéro-tunisienne, d'une intégration, d'une complémentarité économique. Et que c'est pour ça qu'on a essayé depuis 2011 de proposer que cette ville soit servie en gaz algérien, soit connectée au gaz algérien. Et on a pu avoir ça en 2018. C'est déjà tant mieux, c'est un petit pas. Mais... Alors on va commencer par votre itinéraire. Allez-y, monsieur. Bon, je commence par me présenter. Bembrek Ahmed, ingénieur électromécanicien. J'ai vécu la moitié de ma vie en Tunisie. Ma deuxième moitié, c'est en Algérie actuellement. Depuis plus que 20 ans, je suis en Algérie. J'ai vu, vous avez un CV étoffé, là, j'ai mis plusieurs, pour pas dire. Allez, je l'ai dit plusieurs fois. Je vais faire le résumé encore. Non. En fait, donc, je suis actif dans le domaine commercial. Pour l'importation et l'exportation de produits algériens vers d'autres pays africains et la Libye. Je travaille dans le domaine d'ingénierie industrielle pour le montage d'usines, de réparation, maintenance, réhabilitation. Et la plus grande partie de mon travail, c'est l'environnement. Le traitement des rejets industriels, le traitement les industries non polluantes, nous y reviendrons tout à l'heure. Tout un dossier, vous allez parler, parce qu'il y a plusieurs questions. Parce que là, on va bien préciser. En fait, aujourd'hui, vous êtes là, les deux, vous êtes la parfaite illustration de la réussite de vos projets de vie. Vos enfants sont aussi la preuve de l'idéal, de l'unité entre les deux pays. Comment se manifeste cette filiation de l'attachement à la terre et à la patrie ? Moi, tout d'abord, je suis d'une mère d'origine algérienne. Je suis né à la frontière algéro-tunisienne, au pied de la table du Jugurtha. Et j'ai aimé ce pays. J'ai été envoyé dans le cadre de la coopération culturelle et universitaire pour des études en Algérie par le ministère de la Recherche scientifique et de l'enseignement supérieur. J'ai été continuer mes études en France et donc je fais toujours la navette entre les deux. Mais je suis attaché à ce pays parce que j'en ai fait ma spécialité. Tout d'abord, une fois j'ai fini mes études en France, mes premières études universitaires,
je suis venu m'installer en Algérie comme éditeur. Et depuis 1984, je suis là, 1984, et je suis le fondateur d'une maison d'édition spécialisée dans la cartographie et les produits didactiques en général. Et du coup, je suis épris de ce pays et j'ai étudié, je l'ai sillonné de part en part. Il n'y a pas une ville algérienne pratiquement que je n'ai pas visitée. Je connais parfaitement le pays. Oui. Vous avez un enfant, oui. cinéaste, si je peux dire, qui est dans le domaine du cinéma. Oui. Vous pouvez parler aussi d'Ilyas, cette filiation Ilyas, cette attache aussi. Il a fait un film qui a été récemment primé et récompensé. Oui. C'est l'histoire, en fait, j'ai 3 enfants, si vous voulez, et les 3 enfants ont vécu en Algérie. Ils sont nés en Algérie, ils ont vécu en Algérie au moins jusqu'aux leurs études universitaires. Puis après, c'est de cette filiation aussi que je parle, ce partage, cet héritage qui s'est traduit pour certains dans le domaine culturel à travers, je dirais, là on en parlait tout à l'heure avec Yazid, le rédacteur d'un film qui est en train de connaître beaucoup de succès. Oui, tout d'abord, c'est mon dernier, le junior de mes enfants, qui a fait ses études de cinéma à Paris, à l'université Paris 8, puis... Paris 8, c'est Dauphine, je crois, c'est ça? Non, pas Dauphine, 9. C'est Villetaneuse. Et après, il s'est spécialisé dans la réalisation cinématographique. Il est sorti avec un niveau très très haut. Et il est actuellement réalisateur accompli, avec plusieurs courts-métrages, un long-métrage qui réussit. Inch'Allah au deuxième, Inch'Allah avec beaucoup de succès. Déjà, dans le même contexte, nous avons notre reporter, Naïm Al-Walish, qui a dressé pour nous le portrait croisé de plusieurs Algériens issus de la communauté nationale en Tunisie. Nous sommes à l'Hdada, dans la wilaya de Soukharas, à la frontière de la Tunisie. Et ici, les transfrontaliers ont pratiquement tous un pied-à-terre au pays voisin. Avant la fermeture des frontières, il y a 1 année et demie, les transfrontaliers faisaient des va-et-vient entre l'Hdada et la Tunisie de façon soutenue et permanente. C'est le cas de Abbas, 61 ans, qui est né en Tunisie et qui est rentré au Bercail en 85. Parfois, je pars en famille lors des fêtes ou des cérémonies funèbres. Nous assistons, même avec les Tunisiens, à toutes sortes d'événements. Ils nous invitent et nous les invitons à notre tour. Nous entretenons entre nous d'excellentes relations d'amitié et de solidarité. Moulhi, 34 ans, considère la Tunisie voisine comme sa deuxième patrie. Ses grands-parents ont émigré dans les années 50 à Saryat Sidi Youssef où ils ont fructifié terres et commerces. Actuellement, ses oncles y demeurent, ce qui incite Moulhi à des visites régulières, d'autant que le patriarche possède son tombeau en terre tunisienne. Je pars très souvent en Tunisie, sauf pendant cette période liée au coronavirus. Je rends visite à ma famille de l'autre côté, surtout en période de vacances. Dommage que cette pandémie a freiné nos échanges et nos déplacements vers la Tunisie voisine. Nous espérons vivement que les restrictions liées à la pandémie soient très vite levées. Parents et grands-parents de Mahnan, 57 ans, ont quant à eux émigré dans les années 20 dans la ville de Kef. Lui-même né à Kef en 64, Mahnan n'a jamais coupé les liens d'avec sa contrée natale malgré son retour définitif au pays en 1980. J'ai fait l'école primaire et le lycée en Tunisie que je considère comme ma propre maison. Mon père avait 14 ans dans les années 20 quand il a émigré à Kef. Il était agriculteur autant que mon grand-père et se déplaçait souvent à l'est où ils ont fini par se sédentariser dans une région qui se nomme Sarkouna près de Kef.
Après l'indépendance, mon père est retourné à Sétif, puisque nous sommes originaires de cette ville. Quelques-uns de mes oncles sont restés là-bas pour ne pas être déracinés. L'Algérie et la Tunisie, c'est pour moi la même chose. Regardez mon passeport, il est plein de cachets. Nous avons presque le même sang et nos déplacements vers les pays voisins sont très permanents. Plus de 120 000 Algériens qui sont dans le commerce, l'entrepreneuriat, les services travaillent en Tunisie, pays avec lequel l'Algérie entretient des rapports plusieurs fois séculaires, liés notamment à la culture et à l'histoire. Alors vous vous êtes engagé dans le secteur économique, Ouais. vous l'avez dit tout à l'heure, notamment dans les industries non polluantes. Pouvez-vous aborder ce choix stratégique en parfaite harmonie avec les objectifs du développement durable? Oui, en fait, je veux juste ajouter un mot pour le... dans le C'est un choix stratégique d'abord. Hein, oui, oui. Mais auparavant, travailler dans un pays ou un autre a été par obligation. Actuellement, c'est par choix et conviction. C'est mieux. Donc, que ce soit les Algériens qui travaillent et résident en Tunisie, ou bien les Tunisiens qui travaillent et résident en Algérie. C'est un choix. Ils ne sont pas obligés, ne sont pas, dans la majorité des cas, ne sont pas obligés à faire ça. Donc, c'est le choix du cœur, que ce soit choix parce que du si j'enlève l'obligation, d'opportunité. Voilà. Il y a par exemple d'opportunité. Il trouve quelqu'un. Chacun de nous peut trouver sa chance dans un pays ou bien un autre. Bien sûr. Tant qu'il n'y a pas de problème, ni de langue, ni de tradition, ni de sentiments, même les distances, il n'y a pas de grande distance. Donc, un Algérien qui travaille en Tunisie se sent chez lui. Un Tunisien qui travaille en Algérie se sent chez lui. D'accord. Même les éventuels problèmes qui peuvent lui confronter sont d'ordre général que peut affronter n'importe quel investisseur. On parle de climat attractif. En fait. Exactement. Donc, parfois, changer ou bien être différent dans un autre environnement, c'est un argument de vente, entre guillemets. Argument d'être différent. Lorsqu'on est différent, on peut avoir plusieurs opportunités. Donc, n'importe quel thème, que ce soit commercial ou bien technique, lorsque on est dans un autre pays, on peut donner une autre approche différente à la courante de nos concurrents ou bien de nos collègues. Pour cela, mon approche côté environnement a été différente à autrui. Donc, j'essaie de donner une solution à n'importe quelle problématique environnementale à ma façon. Façon économique. Façon singulière. Voilà. Avec coopération avec plusieurs. Donc, je m'inspire. Avec plusieurs intervenants. Exactement. Je m'inspire de la théorie, de la science. Première chose. J'ai plusieurs facteurs que je prends en charge. Les données de base qui existent, le coût, la disponibilité de matières premières et ingrédients et composants pour concevoir une station, par exemple. Exactement. Donc, les moyens de l'intéressé, de l'investisseur, bien de l'industriel. Je vois que vous êtes aussi lancé dans l'aventure managériale en Tunisie et en Algérie. Ouais. Quels sont, selon vous, les aspects positifs et les contraintes? Si on parle d'aspects positifs, il y a peut-être aussi des contraintes. Oui. Donc vous pouvez... Voilà. En Algérie, c'est un grand marché. Oui, donc pour un commerçant, que ce soit industriel ou bien commerce pour revente en état, on cherche la clientèle, on cherche la consommation. Que ce soit un produit de consommation ou bien un produit industriel ou bien un service. Le client, c'est où? C'est la plus grande population, ou bien un marché qui émerge vers d'autres marchés. Par exemple, marché algérien, on peut arracher des opportunités pour les pays de voisinage, vers la Libye, vers l'Afrique. Donc, ce sont des opportunités aussi qui s'ajoutent. Aussi, de l'Algérie, on peut travailler sur la Tunisie. Via les accords préférentiels entre les deux pays. Aussi, on a, par exemple, on fructifie
nos actions, ou bien on réussit. Valoriser. Exactement, on atteint des résultats meilleurs avec, par l'enrichissement des idées de nos collègues, d'autres consultants, que ce soit étrangers ou bien algériens ou bien tunisiens. Je passe vers vous, monsieur Stadjirian. Vers vous, vous avez toujours plaidé pour traduire. On est sur le même terrain, là. Vous avez toujours plaidé sur le terrain, enfin, traduire sur le terrain plutôt, tout l'idéal du développement contenu dans l'accord de Carthage. On avait évoqué ça tout à l'heure en off. Vous êtes optimiste, mais on doit se retrousser les manches afin que la dynamique soit effective. C'est ça? Oui, c'est-à-dire, c'est travail. Là, si on va... En fait, vous avez bataillé pour réussir cette complémentarité économique entre la ville de Sogaras et en fait, les accords de Carthage, ou le protocole de Carthage qui vient sceller, si vous voulez, 27 accords bilatéraux entre la Tunisie, 27 accords, avec la présence de beaucoup de ministres, avec... C'était quand même un événement si l'on juge par les accords. Seulement, voilà, et certes que c'est un protocole qui donne un cadre juridique important, qui relance un peu les anciens, qui les actualise, parce qu'il y a beaucoup d'accords entre la Tunisie et l'Algérie, et surtout les mieux écrits, les mieux faits sont les anciens des années 70. Maintenant, il y a eu des accords dans un comité mixte algéro-tunisien, mais le plus souvent, ce sont des accords techniques, sectoriels, qui ne vont pas qui n'atteignent pas, si vous voulez, le niveau d'intégration qui devait être qui devait être à la hauteur des liens qui lient et des enjeux aussi que les deux pays rencontrent, et des menaces aussi, par l'absence de ce rapprochement et de cette intégration. Là, on a entendu parler des mots extraordinaires comme intégration, comme des idées révolutionnaires, voilà, comme union, même. Oui. Et là, on aimerait bien les voir... ce que vous dites, le développement économique ne se nourrit pas uniquement de beaux discours, j'ai compris. Mais là, nous allons y revenir, mais je vous invite à visionner avec nous, regardez un autre reportage de Naïma Loualish. Deuxième partenaire économique de l'Algérie en Afrique, la Tunisie entretient des relations privilégiées avec l'Algérie. Quoique les frontières demeurent fermées voilà une année et demie pour cause du Covid, il n'en demeure pas moins que le trafic entre les deux pays n'a jamais cessé. 6 fois par jour, que les semi-remorques tunisiens traversent la frontière, comme ici à l'Hdada près de Soukharas, pour transporter du gaz algérien vers les contrées voisines. Le matin, on vient de Tunisie à partir de la wilaya de Djendouba, traverse la frontière de Saryat Sidi Youssef, puis l'Hdada, et arrivé dans la ville de Mdaouch, nous remplissons 840 bonbonnes de gaz. Ce trajet, on le fait tous les jours. On se réveille tous les jours à 3 h du matin et nous arrivons ici vers 6 h, 6 h 30. Et sur place, à l'Hdada, nous sommes reçus avec bienveillance par les éléments de la PAF qui nous facilitent le passage. Depuis 20 ans que je fais le trajet El Kef Mdaourouch, quotidiennement que je démarre de El Kef vers 5 h du matin pour charger à partir de Mdaourouch où nous sommes très bien reçus. Les importations provenant du pays voisin ont dépassé les 400 millions de dollars pour 2020 et concernent principalement les équipements industriels, le textile, l'habillement et bien sûr l'agroalimentaire. C'est ici, dans cette fabrique à Mdaourouch, ville de Saint-Augustin près de Soukharas, qu'on conditionne et conserve les épices et autres produits importés de Tunisie. Nous avons une capacité de production de 1 tonne par jour. Néanmoins, nous voulons augmenter cette capacité de production et nous avons demandé une extension de notre site. D'autre part, nous offrons un produit local à 100% qui subit une concurrence déloyale
puisque nos concurrents bénéficient d'une exonération de 100% des droits de douane dans les mêmes produits. On a deux postes, on a un poste à Hadeda et deuxième poste à Lefoued, commune de Ledmoumen, parce que le grand problème avant, c'est pour la route, on a réalisé plus de 45 km de dédoublement vers la Tunisie. Et deuxième problème bien sûr, c'est le poste, on a aménagé presque les deux postes et ça se passe très bien. Comparé par rapport à l'année 2020, les échanges ont augmenté plus de 50%. L'investissement, c'est l'avenir entre l'Algérie et la Tunisie, parce qu'on a une zone industrielle de 220 hectares, on a 3 zones d'activité déjà aménagées et réalisées. On attend la loi sur l'investissement. Selon les statistiques des douanes datant de 2019, l'Algérie a exporté vers la Tunisie un peu plus de 1 milliard de dollars de produits essentiellement constitués d'hydrocarbures et dérivés. Des accords ont été récemment signés pour l'augmentation de la quantité du GPL, d'interconnexion électrique, de l'approvisionnement en gaz des régions frontalières, et ce, parce que le volume des échanges économiques demeure en deçà des excellentes relations entre les deux pays. Alors, Monsieur Issad, je reviens vers vous. Quelle est votre approche par rapport au développement de la zone frontalière? Oui, je viens de voir justement dans votre VTR, M. Louali de Sougaras, qui parle de la zone industrielle de Sougaras, de Sidi Faraj, qui n'est pas très loin de Serret-Sidious. C'est une zone pour laquelle nous avons consacré dans notre centre une journée d'études, un 7 février, juste avant le 8, au KEF. Et j'ai même discuté avec le staff de Sougaras. Moi, je pense que cette zone-là, c'est une aubaine, en fait, pour la région. Et je la trouve une zone qui devrait être ouverte sur au moins la Tunisie, et pourquoi pas au-delà. Parce que la Tunisie, elle a quand même assez... Voilà, justement là, c'est lors de ce colloque que nous avons organisé au KEF et qui propose, on a discuté la possibilité de créer une zone économique, pas industrielle, économique, une zone économique transfrontalière qui est composée des 3 wilayas, le Tbissa Sougaras et le KEF, parce que le KEF, la Tunisie a 11 postes frontaliers, 9 avec l'Algérie et 2 avec la Libye. Le KEF bénéficie de 2 passages, Serket-Sidi Youssef et la Tabdjou-Qalasnen. Et donc c'est pour ça que nous avons posé la question, est-ce qu'on peut justement imaginer une zone qui dépasse la frontière telle qu'il existe partout dans le monde? Aujourd'hui, vous allez en France par exemple, vous avez des zones industrielles vers le nord avec la Belgique, le Luxembourg, et vers le sud aussi, Pays Basque, et vous allez trouver d'autres à l'est. Moi, je vis à Lyon, qui est c'est une zone, c'est la région Rhône-Alpes-Auvergne qui compte 8 départements français plus le canton de Genève qui se trouve de l'autre côté. Donc, ce sont des zones économiques qui prennent un statut particulier et qui cherchent une attractivité particulière pour l'investissement, pour le travail. Alors cette zone-là, faite à ce Grasse, j'espère qu'elle sera ouverte pour la main-d'œuvre des deux pays et qu'elle sera ouverte essentiellement pour les investisseurs tunisiens, les Sfaxiens, les Canadiens qui sont très dynamiques et qui, eux, vont participer à ce que cette zone soit sur le chemin de la soie vers la Chine, et parce que la frontière tuniso-algérienne, à travers laquelle passent 93% des échanges terrestres algériens. Donc c'est l'ouverture la plus efficace, la plus lotie aujourd'hui, c'est cette ouverture avec la Tunisie et les 1000 km qui sont avec la Tunisie. J'espère que les pouvoirs publics des deux pays prennent en main en considération pour créer des zones. Voilà. Non, c'est déjà mais là on va penser plus que cela. Après cet accord de Carthage, on doit penser qu'est-ce qu'on veut de cet espace, l'espace Tunisie-Algérie, comment l'imagine-t-on?
Et après, commencer certainement, parce que les 27 accords, pour la première fois, si vous voulez, il y a eu 2 sujets qui sortent un peu de ce que nous avons connu jusqu'à présent. Attendez, il y avait l'industrie, l'agriculture, l'énergie, mais ils ont ajouté 2 autres secteurs, si vous voulez. Un, c'est l'environnement, et c'est louable. Et puis, ils ont insisté aussi sur la frontière, le développement frontalier. Ces 1000 kilomètres, nous devons absolument en faire un havre de paix, et c'est sur lesquels nous avons travaillé pendant 10 années avec beaucoup de propositions de circuits transfrontaliers, de la culture, enfin, avec des axes routiers, avec le train qui devait avec une banque spécialisée. Je suis d'accord. Mais nous sommes en train d'oublier un dossier, je dirais un secteur qui me tient à cœur, qui tient à cœur nos téléspectateurs, c'est le tourisme. On n'en a pas parlé beaucoup. Il y a aussi le tourisme. Nous avons besoin de l'expertise tunisienne en matière de management touristique. La diaspora pourra-t-elle éventuellement être cette clé de voûte ou de réussite? Qu'en pensez-vous, monsieur? Oui, effectivement, pour le tourisme, c'est un art et technique. Donc, c'est une ambition. Oui. Un acteur dans le tourisme doit être essentiellement prédisposé à travailler dans le domaine du tourisme. Beaucoup d'Algériens ont une expérience en Tunisie, que ce soit de façon directe ou bien de façon indirecte, comme les activités traditionnelles, les vendeurs de magasins, de boutiques touristiques. Le tourisme, c'est pas l'hébergement, restauration. Oui, c'est plus que ça. Il y a des équipements, il y a des produits. C'est l'accueil, il y a tout ça qui entre en compte. Les équipements qu'on utilise dans les hôtels. Exact. Les équipements personnalisés, les draps, les c'est pas seulement le site en lui-même. C'est l'industrie touristique. Oui, exactement. Alors, on a parlé de tourisme. Bon, là, on est obligé. On est obligé, je dirais. Vous avez évoqué ça tout à l'heure parmi les 2 dossiers qu'on a rajoutés. Vous parlez de culture. Il y a la culture. La culture et le monde des arts doivent être aussi la locomotive du progrès humain. La circulation des œuvres, de l'esprit, le rayonnement culturel sont les antidotes. J'apprends rien à personne. Ce sont les antidotes à la régression et le sous-développement. Comment appréhendez-vous l'avenir de la culture entre les 2 pays? Qui veut commencer? Madame. Comment appréhendez-vous l'avenir de la culture entre les 2 pays? Oui, je pense qu'un grand travail doit être fait dans ce sens, parce que malheureusement, je peux dire, on ne connaît rien de la culture en Tunisie. On ne connaît pas leurs écrivains, leurs artistes, on ignore tout. Je me souviens, même à l'école, on a appris juste sur Abou el-Qasim Chabi. Le seul Tunisien qu'on peut évoquer comme ça de temps en temps, on peut prononcer le nom. Aussi en Tunisie, ils m'ont dit qu'ils ont appris sur Mouloud Firaoun, le fils du pauvre. Mais sinon, ils n'ont pas lu grand-chose sur les Algériens aussi. Donc il y a un grand vide, il y a une absence totale dans les deux parties. Donc je pense qu'il faut se pencher sérieusement sur ce côté culturel, parce que je pense que c'est un domaine qui va pousser réellement de vraies relations entre nous, entre nous. Cette passerelle culturelle doit être... Je pense, justement, excusez-moi, permettez-moi, je vous ai coupé. Vous, par rapport à ce jumelage, vous avez parlé de jumelage entre Taman... Oui, mais ça c'est plutôt économique et culturel aussi, justement, parce que nous avons... Mais là, je voudrais juste un peu donner quelques statistiques. On est là pour ça. On est là pour ça. Voilà. La diaspora algérienne en Tunisie, ancienne et récente, compte actuellement 37 000 inscrits dans les 3 consulats de Tunis, de Kef et de Gafsa. Mais les activités culturelles sont quasi absentes. Je ne sais pas pourquoi, est-ce que malgré toute cette production culturelle algérienne, on ne la trouve pas en Tunisie. Tout à fait. On n'organise pas de festivals, on n'organise pas de rencontres culturelles. J'ai compris, que ce ne soit pas des opérations ponctuelles, c'est-à-dire des opérations, un événement, mais il faut qu'il y ait
c'est-à-dire un tissu continu, un travail continu. Ça, je vous l'accorde, c'est vrai. Pas simplement des opérations ponctuelles. Allez, un salon par là, une rencontre, un événement cinématographique par là. Là, c'est vrai qu'il y a tout un travail à faire à ce niveau. Là, je voudrais revenir vers vous parce que là, je ne veux pas oublier cette partie parce qu'en lisant votre livre, dans votre ouvrage, vous avez évoqué l'exil de la famille Amrouche, du poète barde, le barde Si Mohamed, sans oublier aussi un petit passage sur l'auteur de Nejma, Kateb Yassine. Racontez-nous brièvement ce passage et dites-nous si vous comptez aussi éditer un livre, je dirais en Tunisie. En Tunisie, oui. Ah ben, j'espère bien. On l'espère en tout cas. Au moins, là, voilà, on parle de cette lacune, c'est-à-dire qui n'est pas, je veux dire, ce volet de va-et-vient de livres, cette disponibilité, ce passage. Et là, peut-être une occasion aussi que ce livre. Et pourquoi pas? Je l'espère. Revenons donc à la famille Amrouche. Donc c'est une famille qui s'est installée en Tunisie en 1909 sous le protectorat français pendant 40 ans jusqu'à 1958-59. Donc c'est là-bas que Taoussa Amrouche est né en 1913. Donc c'est une grande écrivaine. Il est connu en Algérie, en Tunisie et en France. Et il a écrit beaucoup sur leur vie, sur leurs 40 ans en Tunisie. Donc c'est une adaptation qu'elle avait faite. Donc, suite au récit de sa mère, sur l'histoire de ma vie, donc elle a parlé de la rue de la Rivière, alors qu'elle était adolescente. Donc, elle a parlé de leur vie des Kabyles, mais dans un endroit, ou bien dans un milieu différent, bien sûr, de celui qu'il aurait voulu, de son milieu dont il voulait vivre. Ça veut dire la Kabylie. Parce que sa maman a beaucoup parlé d'un malaise social en Tunisie. Parce que quand on vit dans un milieu qu'on ne connaît pas, c'est toujours... on peut sentir toujours un malaise, peu importe... c'est pas parce que les gens sont méchants, par exemple, mais on peut sentir un malaise. Donc, Taoussa Amrouche a beaucoup écrit... Ce malaise peut être aussi, je dirais, une écriture, une plume. Ça nous permet aussi d'écrire. Le malaise peut, en quelque sorte, engendrer une envie d'écrire, de relater cette situation particulière. Tout à fait, exactement. Il y a des écrivains qui ont écrit des œuvres, je dirais, dans des situations, je veux dire, même compliquées, dramatiques. Oui, tout à fait. Et puis, donc, Taoussa Amrouche a écrit donc, un roman, je pense qu'il est très connu, Heureux de Tambourin. Donc, il a parlé de 7 ans de vie à la rue de la Rivière, en Tunisie. Donc, il a parlé de de leur vie, donc elle a évoqué leur vie en Tunisie, donc ses frères, sa mère, leur voyage, des fois des déplacements à El Ali, donc en Kabylie. Et puis c'est un travail bien sûr romancier, mais on peut se retrouver facilement dans un milieu différent, dans un milieu tunisien, bien tunisois. Et puis il a écrit aussi beaucoup sur l'amour imaginaire, par exemple. Il a évoqué Sidi Bel Hassen, il a évoqué des gens de... On peut connaître la Tunisie de l'époque, oui, de l'époque par rapport aux écrits de Taoussa Amrouche. Pour me limiter à ça, puisque le temps ne me permet pas de parler davantage, mais aussi sur le Mouhova Amrouche. Donc, il a eu le prix de Carthage par rapport à son livre, ou bien à son récit, Chant berbère des Kabylie. Donc, il a eu le prix de Carthage. Il a beaucoup travaillé aussi à la radio du Tunis dans les années 30. Et son frère cadet, Melik, a travaillé à la radio du Tunis aussi dans les années 50. Et puis, le Mouhova Amrouche a beaucoup écrit, des articles dans des revues comme le Kahina et Shahrazad. Il a animé des cafés littéraires. Il a beaucoup travaillé. Puis il a travaillé aussi quand il s'est déplacé en France, donc à Paris. Et il écrivait dans le journal Les Combats d'Albert Camus. Il a parlé avec des grandes personnalités de l'époque. Je peux citer Farhat Hached, l'un des fondateurs de l'Union tunisienne, de l'Union des travailleurs tunisiens. Puis il a parlé avec Monsef Bey, qui était donc à l'époque des années 40. Et puis il y avait aussi Salah Ahmed Ben Salah et Salah Ben Youssef, je m'excuse. Voilà. Il y avait, oui, c'était des personnalités phares de l'époque, donc ils avaient l'heure. Et puis, il s'est toujours intéressé à la vie des Tunisiens, la cherté de la vie. Ça veut dire, ça coûte combien? Ça veut dire le pain, par exemple. Ça veut dire les éléments, si vous voulez, des premières nécessités. Le lait, l'huile, le pain, des choses qui sont aussi d'actualité. Malgré qu'il vivait à Paris, mais il avait toujours cet attachement à la Tunisie, mais aussi à l'Algérie. Donc, elle avait même fait des poèmes où on peut trouver El Ali, Paris et Tunis. Donc, il y avait toujours ce cercle méditerranéen. Oui. Là, je ne vous coupe pas, là. Tout à l'heure, vous avez peur de parler, mais là, cet enrichissement, là, je sais, je vais vous laisser, on va partir. Là, c'est bon. Non, mais c'est très enrichissant. J'aimerais avoir 2 secondes, votre livre, 2 secondes. 2 secondes, allez-y, on va faire des choses qu'on ne fait pas comme d'habitude. Allez, hop, voilà.
Voilà, c'est un livre qu'il faut lire sur les traces des Kabyles exilés en Tunisie. Je vous conseille, mesdames, chers téléspectateurs, de lire, de vous procurer ce livre. C'est une richesse. Je n'ai rien dit. Vous avez vu l'auteur, comment l'auteur en parle, c'est une véritable richesse. Voilà. Mais on ne peut pas quitter, je veux dire, si on parle de culture, excusez-moi, je vous le garde, je vais le porter, il n'y a pas de problème. Si on parle de culture, excusez-moi, parmi les films symboles de cette osmose, vous connaissez tous, voilà, culturel, le long métrage Les vacances de l'inspecteur Tal du regretté Moussa Haddad. Je vous invite à regarder quelques séquences. شوف شكون اللي جبت لك الانسبكتور الطاهري لابرانتي زاده مرحبا مرحبا اش راكم بخير انا راني لاباس ما نعود ماناش لاباس اوه لطف الله لا يقدر هيا يطلعوا الساعه هيا يطلعوا في ساعه الفطور حاضر وكل شيء حاضر تو بعد نتفاهموا تفضلوا ويا مليحه الشربه نتاعك صحه هذه ما هي الصبه وما هي الشربه اسمها حلالم يزوز اسكت انت ايش عندك ما تحكينا عاد يا سي طاهر عود بعد ما نحكي لك ازرك انا عرفت تحكي ربي ما نجي شي الهضره اللي تقول فيها عود ما كان حتى هضره عود انا غدوه نكومونسي لانكيت نتاعي بسيتو لانكيت واش تعمل بيها لانكيت عود ما دخلك انت خدت الحاجه يا خالي اسكت تفضل يا سيدي هذا الشيء وقع على السيارات ديالنا السياره نتاعكم اش بيها السياره نتاعكم شنو وقع لها عود تسرقوها الله اكبر عاود انا ما كانش واحد سكلخ لي هنا مي اول الوقت اللي نلحق هنا عاود يكلخوا لي ويسرقوا لي الكروسه نتاعي ما تعرفش شكون اللي سرقها عاود شكون يعرف عاود حنا الوقت اللي طحنا من بعد عاود انا الراجل وقال لي عاود انا ما كنتش ايه واش عمل من بعد؟ من بعد صراحه ها انت دوك نضربك فرشيطه ها ومن بعد نعاود تلعب في الفواتوره وكنا نصبعوا عاود حنا بقينا نصبعوا الفواتوره الامارات عاود تسقمها مليحه دوا هرب له بالكاروسه وقال لك سقمها مليحه ما تخافش انا هون عاود انا وسير راني هنا قول لي بربي عملت شي بلان واش عملت في البلان؟ عمل باش يلقاو له السياره نتاعو لا السياره نتاعو ما تخافش انا نلقاها له اقل اعطيني ارشادات ومعلومات على السياره نتاعك شنو نوع السياره؟ Alors, quelques réactions. Pour moi, c'est le meilleur outil promotionnel je dis, pour le tourisme algérien, ce film-là. Pourquoi il n'y a pas de film tuniso-algérien sur 1001 thèmes qui existent, historiques? Regardez comme si j'étais réalisateur. Il y a une absence totale en ce qui concerne la culture. Vraiment, il y a une absence totale. Dans les films, il y a quelques films, quelques effets, mais c'est vrai que... Mais par rapport à ce que devait se faire... Commun, oui. Par rapport à ce que devait se faire, on est... Il y a une industrie, oui, exact, il y a une industrie. Alors, bon, là nous arrivons à la fin de notre émission. Je vous demande alors si vous avez quelques mots, quelques derniers mots. Oui, pour moi, il y a le modèle, un exemple de réussite entre la Tunisie et l'Algérie. C'est depuis 1983, la signature d'un accord entre la Tunisie et l'Algérie pour l'IEDF et l'IFID. Les deux instituts en Algérie et en Tunisie, qui sont deux instituts mixtes. Il y a des étudiants des deux pays dans les deux instituts. L'école des techniques douanières, c'est ça? L'Institut d'économie douanière et fiscale en Algérie et l'Institut de finance en Tunisie. Direction, par exemple, l'IEDF, la direction algérienne, et le conseil d'administration tunisien. Et pour l'IFID, c'est le contraire. Direction tunisienne et le conseil d'administration, c'est algérien. Depuis 40 ans, même les deux directeurs généraux des deux instituts sont élèves des deux instituts actuellement. Donc, pourquoi pas on arrache des réussites similaires dans le domaine des génériques, les médicaments. Donc on peut créer quelque chose en commun entre l'Algérie et la Tunisie. Pourquoi pas des facultés de médecine dans la région transfrontalière, mixtes, et des étudiants en médecine et en commun. Qui dit région transfrontalière, j'aimerais bien la réponse de
de M. Moukdad? Le développement transfrontalier, nous, par exemple, nous avons un centre appelé Jugurtha pour l'intégration maghrébine, avec ces 3 mots composés, qui le composent. Et finalement, nous travaillons en fait que sur cette zone frontalière Tunisie-Algérie, 2000 km. Cette zone frontalière peut créer de la richesse, contrairement à ce qu'elle fait aujourd'hui. Elle détruit beaucoup de valeurs humaines et civilisationnelles. Il faut absolument la penser autrement aujourd'hui. Il faut aller vers une réflexion, il faut absolument une réflexion profonde pour savoir ce que nous voulons de nous-mêmes. Par le passé, elle a servi à la libération des 2 pays. Par le passé, je peux vous donner juste un fait, par exemple. Le fondateur du parti équivalent de l'FLN, du parti tunisien Destour, est un Algérien, par exemple. Il y a eu beaucoup d'échanges, tant politiques que culturels et économiques, alors que, justement, alors que maintenant, je ne sais pas pourquoi cet immobilisme, ce mal faire, ce mal vivre, voilà, que nous vivons aujourd'hui, alors que nous avons toutes les chances, d'autant plus qu'aujourd'hui on parle de diaspora. Nous avons une diaspora commune en Europe qui est unique au monde par son poids culturel, économique, historique, et qui est en train de monter crescendo, et nous avons des atouts que nous n'utilisons pas. Il faut absolument aujourd'hui qu'on mette tout ça à table tranquillement, et sans même les médias s'il le faut. Je vous remercie, Monsieur Moukdad, pour autant d'informations. Je me retourne vers vous pour clore notre rendez-vous. Alors, Falida Sahawi, vous m'avez parlé tout à l'heure, vous avez quelque chose à ajouter? Vous avez tenu tout à l'heure à me faire rappeler qu'il y a un Algérien qui était l'initiateur ou le créateur, ou c'est le fondateur d'une équipe de foot. Oui, parce qu'ils ont parlé tout à l'heure de football, je pense. Oui, vous parlez de l'équipe du FLN. Donc le fondateur, par exemple, du club atlantique de Bizerte, c'est un Zouaoui. Donc il fait partie justement de la diaspora, ou bien de la famille Zouaoui. De la famille Zouaoui. Je ne sais pas de Texerte, mais en tous les cas, c'est juste, ça veut dire pour vous rappeler seulement, parce que des fois on trouve la famille Zouaoui en Tunisie, mais c'est juste pour faire référence à la communauté kabyle. Donc Zouaoui, ça veut dire tout simplement kabyle, parce qu'ils étaient sous le règne de la France, ils étaient appelés Français musulmans d'Algérie. Pendant tout le protectorat français, alors que les autres, ça veut dire le reste de la population tunisienne, était sur le règne du Bey. Donc à l'époque, il y avait des Zouaouis qui ont contribué activement au football tunisien, comme le fondateur du CAP, donc le club atlantique de Bizerte, mais aussi de l'Espérance de Tunis et de clubs africains. Donc il y avait cette dynamique, si vous voulez, sportive entre les 2 pays. Il y avait aussi des écrivains, il y avait aussi des auteurs. Il y avait Simouh Mohamedouzi qui faisait toujours les va-et-vient à Tunis, des fois pour chercher sa part d'héritage familial chez son frère Akhili. Et des fois, oui, donc c'était une vidérance, il a souffert. Mais voilà, mais il a laissé plein de poèmes sur la Tunisie, sur les Tunisiens. On trouve même, j'ai appris que quelques de ces poèmes se trouvent à la bibliothèque municipale de Tunis, en caractère arabe. Il a écrit en kabyle, mais en caractère arabe. Et puis on peut évoquer bien sûr la présence de Cheikh Mohamed Ould Hussein dans les poèmes, dans les chants de toutes les familles kabyles. J'invite les gens à lire ce livre-là pour trouver ça. Je tenais à dire, avant de clore, c'est-à-dire de clôturer, que c'était un hommage aux exilés de la révolte populaire de 1871. Voilà, c'était un hommage. Nous avons tenu aussi à rendre hommage à ces exilés. Voilà. Oui, monsieur, juste un mot. Juste un mot. Il y a plusieurs... donc, j'espère bien réduire les délais d'attribution de résidence et de nationalité pour les Algériens résidant en Tunisie et les Tunisiens résidant en Algérie. Ça, c'est un point fort. À la fin, c'est ça. L'autre point... Ce sont des contraintes j'espère qu'on devrait régler... Exactement. Aussi, pour les dossiers administratifs, pour les investisseurs, que ce soit facilité, des opérations de facilité. Même des faveurs. Pourquoi pas des faveurs? J'espère qu'on vous a entendu. J'espère que ce sont des... Merci. Je tenais à dire au revoir. Merci encore une fois d'avoir participé à ce rendez-vous de Diasporama. Et je dirais, j'espère que cette émission vous a plu. Et à bientôt. Voilà, je remercie toute l'équipe aussi. Je tenais à remercier. Ces fameux... Merci Yazid. Merci à vous. Merci Wafa.
Merci à vous tous. Merci. On leur donne les outils qu'il faut.